T'es-tu déjà demandé quelle était la plus longue période de pluie sans interruption? Même 1 heure de pluie peut être une grosse affaire si tu traînes dans un endroit sec comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. Cela peut constituer un record pour ce genre de lieu. Mais dans les régions très pluvieuses comme la forêt amazonienne, 40 jours de pluie d'affilée, personne ne s'en souviendra. Fait intéressant, nous ne disposons de relevés de précipitations que là où les gens en font le suivi. De nombreuses villes ne recueillent aucune donnée de ce type. Et puis, il y a énormément d'endroits inhabités sur Terre, comme les forêts tropicales ou l'océan. Nos connaissances sur les précipitations sont donc un peu inégales. Si nous voulons parler de records, Hawaï en détient quelques-uns. Les gens là-bas vivent de longues journées sous la pluie, surtout sur les îles où les vents soufflent vers les montagnes. De 1939 à 1940, ils ont enregistré 331 jours d'affilée avec des précipitations mesurables. Si tu es du genre à regarder la pluie derrière ta fenêtre avec une tasse de thé, cela te semblera idéal. Mais nous avons tous besoin de voir le soleil, au moins de temps en temps. Prendre un peu de soleil est bon pour le corps et l'esprit. Ça permet d'absorber de la vitamine D. 5 à 15 minutes de soleil, quelques fois par semaine, peuvent te faire une grande différence. Et, as-tu déjà entendu l'expression « humeur ensoleillée » ? Des chercheurs ont découvert que les gens se sentent un peu déprimés lorsqu'il n'y a pas beaucoup de soleil autour d'eux. Les journées ensoleillées nous rendent heureux. Le soleil stimule la sérotonine, qui combat le blues. Et cette sérotonine solaire n'aide pas uniquement ton humeur. Elle t'aide aussi à dormir, et c'est aussi un assistant cardiaque. Lorsque le soleil touche ta peau, ton corps libère de l'oxyde nitrique, qui fait baisser ta tension artérielle. Avec une tension saine, on a un cœur plus sain. Maintenant, va dire ça aux gens qui ont dû subir 881 jours consécutifs de pluie. Oui, le record a été établi, presque 3 années complètes de pluie. Ça s'est passé de 1913 à 1916 à Onomumaki, à Hawaï. Il a plu comme jamais. La région, comme tu le sais peut-être, est une forêt tropicale humide. Comment les nuages créent-ils de la pluie? La pluie survient lorsque de l'air humide monte dans le ciel et se refroidit un peu. Lorsque cet air se refroidit, ces molécules se blottissent les unes contre les autres et viennent former un nuage duveteux. Après ça, à l'intérieur de ce nuage, les choses deviennent plus amusantes. L'air, en se déplaçant, peut parfois faire en sorte que ces gouttelettes se heurtent les unes contre les autres et grossissent et guillent. Elles peuvent alors se transformer en cristaux de glace au sommet du nuage, où il fait froid. Ces gouttelettes de glace deviennent ensuite assez lourdes et dégringolent et se transformant en pluie. Mais il n'y a pas qu'un seul type de pluie. Elle peut provenir de toutes sortes d'orages. Les orages apparaissent, mouillent un tout, puis continuent leur chemin. Ils peuvent déverser des tonnes de pluie en un rien de temps. Les orages d'hiver, en revanche, sont plus calmes. Ils restent là pendant des jours et déversent une pluie fine ou même de la neige s'il fait assez froid. La météo est comme nous, elle a ses humeurs. Mais la nature sait équilibrer les choses. Après l'orage, vient le soleil, et l'air s'assèche et nous pouvons profiter du ciel dégagé. Mais les choses peuvent devenir intéressantes si tu te trouves dans une zone montagneuse proche de l'océan. Lorsque l'air humide de la mer atteint les montagnes, il est forcé de les escalader, ce qui crée des précipitations qui durent parfois des semaines. Et si je te disais qu'il y a eu une époque sur Terre où la pluie est tombée sans discontinuer pendant 2 millions d'années et a complètement bouleversé le destin de la planète? Une fois l'ère permienne achevée, il y a environ 234 millions d'années. Je n'étais pas encore né, mais j'ai lu des articles sur le sujet. Le Trias a commencé, marqué par une longue période de précipitation. Ce phénomène est aujourd'hui appelé l'épisode pluvial du Carnien. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce nom. Des études récentes, étayées par des preuves, suggèrent qu'en fait le destin de la planète n'a pas été bouleversé et qu'il y a eu en vérité combustion de charbon et pas de pluie continue. Voilà qui brise un mythe solide. Une bonne chose de faite. Ensuite, nous avons les joints colonnaires, un terme sophistiqué pour désigner les motifs amusants qui se forment dans les coulées de lave, les filons-couches, les digues et d'autres éléments rocheux. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. La plupart se présentent sous la forme de colonnes droites et parallèles. D'autres ont des courbes et des largeurs variables. Elles peuvent atteindre une hauteur de 3000 cm. Enfin, 30 mètres, quoi. Ces colonnes sont formées par la pression et le refroidissement. Lorsque la lave se refroidit, elle rétrécit et se fissure. Une fois qu'une fissure s'est formée, la lave se déplace. Ces fissures s'étendent sur la surface de la coulée. L'eau se faufile dans la lave, ce qui la fait refroidir rapidement en commençant par la surface, créant ces motifs. Le Devil's Postpile, en Californie,
est un endroit à visiter absolument si tu veux voir des jointes colonnaires. Mais bon, on en trouve partout dans le monde. Levons les yeux, le spectacle va être magique. Les arcs-en-ciel de feu, également appelés arcs circumhorizontaux, ressemblent à des flammes qui dansent sur les nuages. Pour voir ces choses magnifiques, il te faut des cirrus et aussi que le soleil soit à au moins 58 degrés de hauteur. Il s'agit d'une collaboration entre la lumière du soleil et les nuages. Voyons cela plus en détail. Prends Londres, par exemple. La ville se trouve à environ 51 degrés au nord. Du coup, désolé les Londoniens, pas d'arc-en-ciel de feu pour vous. Maintenant, dirigeons-nous vers les eaux profondes pour voir les cercles de culture sous-marins. Il s'agit de motifs circulaires, géants, découverts en 1995 près des côtes sud du Japon. Les habitants ont été déconcertés. Ils les ont surnommés les cercles mystérieux, comme si l'océan avait un talent secret pour la sculpture sur sable. Le mystère a été résolu en 2011. L'artiste improbable s'est avéré être un minuscule poisson-globe d'à peine 13 cm de long. Les chercheurs ont découvert que les mâles passaient entre 7 et 9 jours à construire leur cercle en nageant et en utilisant leurs nageoires pour creuser des vallées dans le sol sablonneux. Ils décordent les sommets de leur création avec des morceaux de coquillages et de coraux, transformant ainsi leurs sculptures en chefs-d'œuvre. D'accord, ils ne le font pas pour l'amour de l'art. Ces cercles ont une fonction. Le centre sablonneux du cercle sert de nid. En nageant, les mâles remuent tout ça et ça attire le sable exactement à l'endroit désiré. Lorsqu'une femelle poisson-globe passe à la nage, le mâle virevolte et danse, faisant tourbillonner le sable autour de lui. Si elle est impressionnée et se dit que c'est un bad boy, elle pond ses œufs dans le cœur du cercle. Et voilà, une fin heureuse. Voyons maintenant les fleurs de givre. Tu as peut-être déjà vu de fines feuilles de glace qui ressemblent à des pétales et qui surgissent parfois des tiges des plantes. Elles sont à peu près aussi épaisses qu'une carte de crédit. Elles se forment lorsqu'il fait froid, que le sol est humide mais pas gelé, et les tiges des plantes non plus. Toutes les plantes ne produisent pas ces fleurs de givre. Il faut que les conditions soient réunies. Voici comment ça se passe. L'eau contenue dans la tige d'une plante est extraite du sol. Lorsqu'elle gèle, elle se dilate et fend la tige verticalement. Au contact de l'air froid, elle se transforme en glace. Au fur et à mesure que l'eau est aspirée par la fente, elle continue à pousser en de très fines couches de glace. La longueur de la fissure détermine si la fleur de givre ressemblera à un ruban fin ou à un ruban large. Et la façon dont elle s'enroule et se forme en pétales est aléatoire. La raison pourrait résider dans la différence de friction le long des côtés de la fente. Ces fleurs de givre sont uniques et délicates, et elles ne durent pas longtemps. Elles disparaissent rapidement. Pour les repérer, garde un œil sur les herbes hautes, en particulier dans les endroits peu tondus. La vernonie géante, les mûres, la Verbessina virginica sont de bonnes candidates.